ou au voisinage de nerfs sensibles, il va déclencher des douleurs ou une excitation. Donc, si vous avez un foyer épileptique, si vous ouvrez la barrière, si vous avez du glutamate dans le sang, par exemple, si vous avez mangé un restaurant chinois, vous pouvez très bien déclencher une crise d'épilepsie. Voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Parce que le glutamate, normalement, il est confiné absolument, strictement dans les vaisseaux. Il n'a pas le droit de sortir. Voilà, donc si vous voulez, il y a des conséquences qui sont multiples là dans le cerveau, dans la dure-mère ou ailleurs, si vous voulez, dans la peau, par exemple, ce serait moins grave, disons. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a, dans les conclusions qu'on peut donner là, c'est qu'il y a une influence donc sur ces cellules, alors soit elle est directe, soit elle est indirecte, on n'en sait encore rien, et que donc on a de nouveaux résultats montrant qu'il y a donc dans le cerveau et dans la méninge, après ce genre d'exposition, qui est quand même une exposition non thermique, c'est-à-dire que la température du tissu ne monte pas plus que quelques centièmes de degré, donc il faut chercher la cause ailleurs, mais il y a quand même une modification de l'expression de protéines qui sont des protéines du stress de la cellule. C'est ce qu'on est en train de montrer là. Il y a une modification pour les gens, comment on peut expliquer ça? Une modification des cellules entières. Il y a une influence, si vous voulez, sur l'expression de certains gènes au moins, dont ce gène, parce que bon, ce mécanisme, il faut le déclencher, hein, donc il y a une influence certaine sur certaines cellules, hein, alors directe ou indirecte, j'en sais rien, mais bon, elle existe, ça démontre qu'il y a une influence sur certaines cellules, et cette influence sur ces cellules, si vous voulez, au stade d'analyse où on en est actuellement, peut s'exprimer par justement l'expression de protéines du choc thermique, qui sont des protéines qui traduisent, si vous voulez, un certain stress de la cellule. Voilà, qui sont des protéines qui sont exprimées entre autres dans l'inflammation. Donc ce qu'il y a, c'est une inflammation finalement. On pourrait résumer tout ça, c'est un phénomène inflammatoire qui se produit. Alors ça se passe dans le cerveau. Le problème, c'est que ça se passe dans le cerveau. C'est un problème, parce que partout où ça se passe, c'est un problème. Enfin, c'est un problème majeur dans le cerveau, disons. Parce que ça peut provoquer des épilepsies, ça peut provoquer un tas de choses. En plus, on ne sait pas si vous voulez. Il y a une autre chose, là, c'est que ça va se refermer, ça, après, vraisemblablement. Ça, on ne sait pas encore. Ça fait partie du programme. On suppose, bien sûr, puisque même les gens qui ont un œdème cérébral très grave, la barrière finit par se refermer et l'œdème par se résorber, s'ils n'en meurent pas. Hein, ceux qui ont, ça finit par guérir, si vous voulez. Hein. Mais là, comme c'est quand même nettement moins prononcé, à mon avis, ça se referme assez vite. Mais le risque, c'est d'avoir ces molécules donc, qui sont passées de l'autre côté, qui restent entrappées, là, qui restent piégées. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce que ça provoque? On n'en sait rien. Hein. Ceci dit, toutes les suppositions peuvent être faites. Hein. Si vous avez des molécules toxiques qui passent, eh bien, vous pouvez avoir tous les résultats de ces intoxications, quels qu'ils soient. Voilà. Ok. Alors, on va essayer d'être pédagogique. Donc, ce que nous avons cherché à savoir, c'est si les micro-ondes des téléphones portables pouvaient induire une perméabilisation, rendre perméables les vaisseaux sanguins du cerveau et des méninges. Alors, qu'est-ce que c'est que cette perméabilisation? C'est finalement, ici, vous avez un vaisseau sanguin vu en coupe cavalière, avec les éléments du sang, ici, et vous voyez cette couche cellulaire où il y a des jonctions entre les cellules. Et donc, dans un tissu comme la méninge, eh bien, ces jonctions sont juste une opposition entre deux cellules, ici agrandies. Et dans le cerveau, vous voyez qu'il y a une sorte de lien, de soudure entre les deux, qui rend ça très très solide. Et donc, ce qui se passe quand on perméabilise les vaisseaux, c'est qu'il y a un écartement entre deux de ces cellules, ici agrandies, donc, et dans la méninge, ça va laisser passer toutes les molécules, y compris ces grosses molécules qui sont des protéines, et dans le cerveau de la même façon, mais c'est beaucoup plus difficile à réaliser, il va falloir casser cette soudure entre les cellules, et à ce moment-là, vous avez envahissement de l'espace en dehors du vaisseau par ces protéines et ces molécules du sang. Bien, donc dans le protocole, on a utilisé cette faculté qu'ont les vaisseaux de se perméabiliser, ici vous avez le même vaisseau simplifié, et donc on a injecté une grosse protéine qui possède un marqueur fluorescent soudé à elle, et donc ici vous voyez ces deux cellules du vaisseau qui sont en train de s'écarter,
Et donc si elle s'écarte, eh bien la protéine va pouvoir passer, envahir l'espace en dehors du vaisseau, et après la mort de l'animal, on rince le vaisseau, il ne va rester donc que, vu en fluorescence, que ces molécules fluorescentes liées à la grosse protéine en dehors du vaisseau. C'est ce qu'on voit ici donc dans une coupe de cerveau, dans ce petit carré là. Le cerveau de cet animal a été soumis à ce qu'on appelle un choc hyperosmotique. C'est quelque chose susceptible de casser ces jonctions serrées dont je vous ai parlé tout à l'heure entre les cellules. Et vous voyez ici la fluorescence qui reste dans l'espace en dehors du vaisseau après qu'on ait rincé les vaisseaux. Et donc voilà ce qui se passe maintenant quand on expose des animaux au micro-ondes GSM. Ça, c'est un animal qui n'a pas été exposé, mais qui reste dans les mêmes conditions que l'animal exposé. Et ça, c'est un animal qui a été exposé au micro-ondes à 1 watt par kilo. C'est le SAR moyen, c'est oh merde. Bon. Là, je vais buter parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Continuez. Oui, bon, je continue. De la même façon, donc, dans la méninge, ici c'est une méninge de rat dessinée, donc on prend cette zone de la méninge où il y a une jonction artérielle, ici où il y a une branche artérielle, comme repère. Vous voyez ici donc le même choc hyperosmotique qui est un contrôle positif, qui ouvre donc les vaisseaux sanguins, et on voit donc ce traceur fluorescent qui est passé en dehors du vaisseau, qu'on voit ici en sombre. Et là donc, exposition au micro-ondes, vous avez l'animal non exposé témoin, et l'animal qui a été exposé au micro-ondes pendant 2 heures, 1 watt par kilo, où on voit aussi une forte fluorescence qui est passée en dehors du vaisseau. Donc, alors là c'est les conclusions maintenant. Ça dure combien de temps ça déjà? Je m'en doutais. Comment faire? Bon, ce que nous avons cherché à savoir, c'est si les micro-ondes GSM étaient capables de perméabiliser, de rendre perméables les vaisseaux sanguins du cerveau et de la durméa. Ça veut dire quoi rendre perméable? Ça veut dire que ça permet à des molécules qui sont normalement présentes dans le sang et qui ne passent pas dans l'espace extravasculaire, de passer dans l'espace extravasculaire. Alors comment est-ce qu'on a procédé? Eh bien, on a pris des rats qu'on a habitués à être dans ce tube là que vous voyez ici. Et donc ils ont la tête positionnée sous une antenne qui va imiter à leur échelle ce qui se passe avec l'antenne des portables. Donc après habituation, pour qu'il ne soit pas stressé, le rat est mis dans ce tube. Ensuite, on va lui, lors de l'exposition ou de la non-exposition, parce qu'il y a des rats contrôle, on va lui injecter un traceur fluorescent. Alors vous voyez ici ce traceur fluorescent qui est en réalité une grosse molécule qui normalement ne passe pas en dehors du vaisseau, et qui est liée à une petite molécule fluorescente. Et donc, normalement, elle circule dans le vaisseau, cette molécule. Si jamais le vaisseau s'ouvre, eh bien, elle va pouvoir passer entre 2 cellules de la couche cellulaire qui tapisse l'intérieur du vaisseau jusque dans l'espace extravasculaire ici, comme vous le voyez. Et donc après, on tue l'animal avec une overdose anesthésique, on rince son vaisseau en lui injectant du sérum physiologique, et donc, si jamais ce vaisseau s'est perméabilisé, eh bien, les molécules qui sont passées en dehors vont être les seules à fluorescer sous le microscope. Alors, on voit ce que ça donne ici. Ici, c'est une coupe d'un cerveau d'un animal qui a été soumis à un choc hyperosmotique. C'est un choc capable d'ouvrir cette fameuse barrière hémato-encéphalique, donc de perméabiliser les vaisseaux, on le sait. Et donc vous voyez la fluorescence donc, qui a pénétré en dehors des vaisseaux sanguins. En dessous, vous voyez 2 animaux donc, qui ont été mis dans ces tubes. Celui-là n'a pas été exposé au micro-ondes, il était à la même condition que celui-là, mais celui-là a été exposé pendant 2 heures à 1 watt par kilo en moyenne pour son cerveau. Et vous voyez que de la même façon que chez l'animal contrôle positif, eh bien vous avez une extravasation de ces protéines qui sont sorties des vaisseaux sanguins. De la même façon, dans la méninge de cet animal, ça c'est le contrôle positif, toujours le même choc hyperosmotique, dans cette zone-là de la méninge, et vous voyez qu'autour des vaisseaux sanguins de l'animal qui n'a pas été soumis au micro-ondes, il n'y a pas de fluorescence, à part la fluorescence du fond, alors qu'il y a une forte fluorescence autour des vaisseaux sanguins de cet animal qui a été exposé au micro-ondes GSM. Donc, ce qu'on peut en déduire, eh bien, c'est que il y a donc perméabilisation des vaisseaux sanguins entre des puissances moyennes qui sont de l'ordre de 0,5 watts jusqu'à 3 watts, ce sont les puissances qu'on a testées de SAR moyen, et que en revanche, on a testé aussi les temps d'exposition, et en dessous de 10 minutes, il ne se passe rien, quelle que soit la puissance utilisée, alors qu'à 40 minutes, eh bien, on a des effets de ce type. Ça signifie la signification qu'on peut en tirer. Pour ce qui est des migraineux, on observe des phénomènes similaires dans la jeunesse de la crise migraineuse. Et pour ce qui est du cerveau, eh bien, on peut dire qu'on se trouve dans des conditions qui sont relativement pathologiques, puisque autour de ces zones de pénétration des protéines, eh bien, on risque d'avoir des micro-œdèmes.